Au Nigeria, des manifestants dispersés par les agents du département de la sécurité de l'État. Ils réclamaient la libération de militants et anciens candidats à la présidence, Omoyele Sowore. Les mises en garde de la Cour pénale internationale à la Guinée, la procureure Fatou Bensouda invite les acteurs à éviter les violences. Sa juridiction pourrait décider d'enquêter. Et puis, regain de violence dans la bande de Gaza. La mort d'un chef djihadiste abattu par Israël n'a pas laissé ses partisans indifférents. Ils ont tiré des roquettes pour réagir. Voilà donc pour les titres de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Direction le Nigeria, où les partisans du journaliste et opposant au président du pays, Omoyele Sowore, réclament sa libération. Ils ont organisé une manifestation dispersée par les agents du département de la sécurité de l'État qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Les précisions. Plusieurs dizaines de manifestants qui réclamaient la libération d'un journaliste nigérien et opposant au régime ont été dispersés mardi à Abuja par des agents des services de sécurité qui ont tiré en l'air, causant peur et confusion. Entre 70 et 80 manifestants s'étaient rassemblés devant le quartier général de la DSS, les services de sécurité qui détiennent Omoyele Sowore depuis début août après son arrestation pour trahison et appel à la révolution. Ils scandaient des slogans hostiles au président Buhari lorsqu'une cinquantaine d'agents de la DSS sont sortis du bâtiment et ont forcé le passage dans la foule. Les agents des services de sécurité ont tiré en l'air, obligeant les manifestants à se disperser. Nous sommes venus ici samedi pour demander la libération de Sowore, car la raison selon eux pour laquelle ils ne pouvaient pas le libérer était qu'il n'y avait personne pour le récupérer, pour l'accueillir. Nous sommes donc venus pour reprendre ce qui est à nous. Ils ont refusé. Certains d'entre vous étaient là samedi. Ils ont joué avec nous samedi. Nous leur avons promis que nous reviendrons ici aujourd'hui. Et nous venons leur dire qu'ils doivent libérer l'un des nôtres, notre ami, notre frère et notre camarade. Ils ont refusé. Certains d'entre nous ont reçu toutes sortes de menaces. Nous ne sommes pas du tout découragés par ces menaces. Candidat malheureux à la présidentielle de février, Omoyele Sowore, âgé de 48 ans, avait été arrêté en août par la DSS pour avoir appelé sur Twitter à l'organisation d'une manifestation baptisée Révolution Maintenant. Pourfendeur virulent du président Muhammadu Buhari, il est aussi le fondateur du journal en ligne Sahara Reporters, qui se présente comme un média d'investigation indépendant dans un pays où la liberté de presse reste fragile. Fin septembre dernier, la justice nigériane avait ordonné sa libération sans que cette décision ait été suivie des faits. Le Premier ministre mauricien Pravin Jugnauth, dont la coalition a largement remporté les législatives du 7 novembre dernier, a été investi ce mardi lors d'une cérémonie officielle à la résidence de la présidence de la République. Il a aussitôt après proposé un gouvernement de 23 membres. Pravin Jugnauth a été investi ce mardi Premier ministre après la large victoire de sa coalition lors des législatives du 7 novembre dernier. Il a prêté serment à State House devant le président Barley Viapouri. Aussitôt après, il a proposé un nouveau gouvernement de 23 membres dont la composition a été approuvée par le président, un cabinet qui comprend 3 femmes. Pravin Jugnauth, qui était également dans le gouvernement précédent ministre des Finances, a abandonné ce poste à un autre membre du nouveau gouvernement. La coalition L'Alliance mauricienne de Pravin Jugnauth a obtenu 42 sièges sur 70 à l'Assemblée nationale, devançant largement l'Alliance nationale qui a obtenu 17 sièges et le mouvement militant mauricien 9 sièges. Avec cette large victoire, il reste aux commandes de l'archipel pour un mandat de 5 ans. Premier ministre après avoir succédé à son père Anne-Rode Jugnauth en 2017, sans passer par des élections, Pravin Jugnauth était en quête de légitimité populaire.
Pendant la campagne, il avait mis en avant son bilan social, notamment l'introduction d'un salaire minimum d'environ 215 € par mois et la revalorisation de la pension vieillesse, mais aussi la modernisation des infrastructures publiques, symbolisée par la construction d'un métro. En Guinée-Conakry, à présent, le président Alpha Condé a validé la date du 16 février pour la tenue des législatives. Ce dans un pays en proie à une agitation meurtrière contre l'intention prêtée au chef de l'État de briguer un troisième mandat en 2020. Les détails. Les citoyennes et citoyens guinéens en âge de voter et dûment inscrits sur la liste électorale de l'année en cours sont convoqués aux urnes pour les élections législatives du 16 février 2020, dit un décret présidentiel lu lundi soir à la télévision. Cette date avait été avancée samedi par le président de la commission électorale. Elle restait cependant suspendue à l'homologation du président Condé. Même après son approbation, le calendrier ne peut être tenu pour acquis compte tenu des incertitudes politiques du moment. La date du 28 décembre avait été proposée précédemment, mais l'opposition et ses représentants au sein de la commission électorale avaient dénoncé un projet irréaliste et servant, selon elle, le projet attribué au président Condé de briguer sa propre succession et de faire réviser pour cela la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'Organisation internationale de la francophonie qui accompagne le processus électoral avait conclu que la date du 28 décembre était à reconsidérer. L'actuel Parlement est entré en fonction en janvier 2014 pour 5 ans. Des élections devaient se tenir fin 2018 ou début 2019, mais n'ont pas eu lieu pour des raisons politiques et techniques au milieu de querelles exacerbées entre la majorité et l'opposition. La mise à jour du fichier électoral s'est imposée comme un obstacle majeur. En janvier, Condé a prolongé le mandat du Parlement jusqu'à l'installation d'une nouvelle législature à une date non spécifiée. Le président de la commission électorale, Amadou Salif Kébé, avait indiqué samedi que la Guinée avait acquis le matériel électoral nécessaire et s'était montré rassurant quant aux listes électorales. Et on reste toujours en Guinée-Conakry avec ces mises en garde de la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale. Fatou Bensouda invite les responsables politiques à éviter l'escalade de la violence dans ce pays et les autres, notamment le gouvernement et puis l'opposition, à renouer le dialogue après les manifestations sanglantes dans le pays. Les tensions sont fortes en Guinée après des semaines de manifestations organisées par l'opposition qui soupçonne le président Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat. Suite aux informations faisant état de nombreux épisodes de violence en Guinée au cours des dernières semaines, j'appelle tous les responsables et leurs sympathisants à s'abstenir de la violence et à reprendre le dialogue pour éviter de nouvelles victimes, a déclaré la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Toute personne qui commet, ordonne, incite, encourage ou contribue de toute autre manière à commettre des crimes atroces est passible de poursuite par les tribunaux guinéens ou par la Cour pénale internationale, a-t-elle prévenu dans un communiqué. Au moins 16 civils et un gendarme ont trouvé la mort au cours de l'intense mouvement de contestation dont la Guinée, petit pays pauvre de 13 millions d'habitants, est la proie depuis le 14 octobre dernier à l'instigation du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. Des dizaines d'autres personnes ont été blessées, des dizaines arrêtées et jugées. Le FNDC veut faire barrage au projet prêté au président Condé de briguer sa propre succession en 2020 et de réviser pour cela la Constitution qui limite actuellement à 2 le nombre des mandats présidentiels. Fatou Bensouda a ajouté que son bureau s'était rendu en Guinée fin octobre pour faire le point sur l'enquête liée au massacre de plus de 150 partisans de l'opposition il y a 10 ans. Pour le ministre guinéen de la Justice, le procès des responsables du massacre de 2009 devrait commencer au plus tard en juin 2020. En Afrique australe à présent, plus précisément au Zimbabwe, le pays a mis en circulation ce mardi 31 millions de dollars zimbabwéens, soit 1 900 000 dollars américains sous forme de nouveaux billets. C'est pour tenter de résorber la pénurie de liquidités qui frappe donc son économie en crise. Les pénuries d'argent liquide dans ce pays sont telles que les banques limitent drastiquement les retraits de billets dans les institutions.
Étranglé par le manque de devises étrangères, le Zimbabwe essaie progressivement de réintroduire sa devise nationale, le dollar zimbabwéen. La mesure annoncée par la Banque de réserve le mois dernier vise à pallier le manque de liquidité dans le pays. Mais même avec une telle politique, les difficultés de la population sont encore très loin d'être résolues. Malgré l'introduction mardi de billets de 2 et 5 dollars, les banques continuaient de limiter à 300 dollars les retraits d'argent liquide hebdomadaires et à 100 dollars les retraits quotidiens. Une somme dérisoire quand le plein d'essence coûte 600 dollars zimbabwéens. Nous n'avons constaté aucune amélioration depuis l'introduction de la nouvelle monnaie et nous recevons toujours le même petit montant de 100 dollars ou moins. Le gouvernement devrait simplement nous donner tout notre salaire à la fois lorsque nous nous rendons à la banque pour que nous puissions planifier et budgétiser plus facilement. Nous ne pouvons même pas acheter du maïs parce que l'argent que nous recevons à la banque n'est pas suffisant et que la plupart des magasins n'acceptent pas les paiements électroniques. Nous espérons que si nous parvenons à obtenir l'argent aujourd'hui, nous pourrons acheter quelques produits. Au cours des 6 prochains mois, la banque a prévu de mettre à disposition un total d'1 milliard de dollars zimbabwéens, soit quelques 63 millions de dollars. Le dollar zimbabwéen avait été abandonné en 2009 quand la devise avait perdu toute valeur à cause d'une inflation vertigineuse. Le pays avait alors adopté pour ces transactions des devises étrangères comme le dollar américain et le rand sud-africain. Mais les précieux billets verts s'étaient fait de plus en plus rares au point d'étrangler l'économie. Dans la bande de Gaza à présent, l'armée israélienne a tué ce mardi un haut commandant du djihad islamique. Les partisans de ce groupe palestinien ont donc répliqué avec des salves de roquettes sur Israël, ce qui a donc laissé craindre une escalade de violence. Les précisions dans ce reportage. Les sirènes d'alarme ont été activées dans de nombreuses villes israéliennes à proximité de la bande de Gaza, jusque dans la métropole économique Tel Aviv, où les écoles et les universités ont été fermées en raison des tirs. En fin de matinée, un Palestinien a été tué dans une nouvelle frappe israélienne sur la bande de Gaza, selon un ministère dans l'enclave. À Damas, en Syrie, des frappes ont ciblé quasi simultanément la maison d'un responsable politique du djihad islamique, tuant 2 personnes. Dans la bande de Gaza, le djihad islamique a confirmé la mort du commandant et de sa femme après une frappe de l'armée israélienne sur l'étage de l'immeuble où résidait ce haut dirigeant du groupe islamiste. L'information est confirmée par des résidents. Et les mosquées locales ont annoncé sa mort. Âgé de 41 ans et père de 5 enfants, il avait rejoint les rangs du djihad islamique dans les années 90. Il commandait jusqu'à sa mort la branche nord du djihad islamique. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.